Commencer. Bom, bonsoir à tous. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Bienvenue à cette première session de notre troisième cycle de webinaires internationaux Dialogues of Art, History and Law, organisé dans le cadre des activités de l'équipe de recherche Ius Illuminatum, qui, je pense, maintenant, presque tout le monde connaît. Euh, nous sommes à la troisième édition, nous sommes très, très fiers, très contents. Et comme tradition, notre séance commence avec une thématique à laquelle l'équipe Ius Illuminatum tient beaucoup, qui est l'héraldique. Donc, pour tradition, désormais, la première session est consacrée à l'héraldique. Et je laisse pourtant la parole à mon collègue et ami Michel Steisters, puisqu'il puisse introduire notre conférencier. Et donc, bienvenue à tous et bonne séance. Merci, Alessandra. Et je salue tout le monde et je suis très content de recommencer cette année ces dialogues d'art, d'histoire et de droit qui commencent toujours, toutes les années, par l'héraldique. Et j'en suis particulièrement fier. Je suis surtout très fier de commencer cette année avec l'invité que nous avons, qui est Michel Nassier. Michel Nassier est agrégé d'histoire et titulaire d'un doctorat à l'université en histoire moderne par Paris 4. Il a enseigné à l'université de Rennes, puis à celle d'Angers, où il est professeur émérite. Et il est rattaché au laboratoire TEMOS du CNRS. Il est l'auteur d'une très vaste bibliographie qui porte surtout sur l'histoire de la noblesse, mais aussi de la parenté et de la pauvreté, entre autres sujets. Une partie de sa production porte sur l'héraldique, avec quelques textes que, à mon avis, tout héraldiste, pour ne pas dire historien, devrait lire, et surtout ceux qui portent sur le sujet de l'héraldique, la filiation et euh, l'alliance, soit au XIIIe, soit au XIVe, au XVe siècle. Plus récemment, il a étudié les armoriaux et c'est précisément sur un armorial, l'armorial Winsbergen, qu'il nous va parler aujourd'hui. Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et tu as la parole. Bien, merci, cher Miguel, pour cette présentation tout à fait amicale. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, merci aux organisateurs de ce webinaire international. En deux mots, je dirais que je me suis intéressé à l'histoire sociale de la noblesse, dont je considère que c'est tout naturellement qu'elle m'a conduit à l'héraldique. Et puis, j'ai eu le désir d'élargir la période de mes observations et je suis actuellement donc à la fin du XIIIe siècle, moment tout à fait passionnant. Et au lieu d'étudier la parenté, l'alliance et des choses comme ça, je suis revenu au travail premier de l'historien, c'est-à-dire d'étudier une source et d'essayer de la comprendre. Alors, je vous propose aujourd'hui de parler de l'armorial Weissenbergen, qui, malgré l'apparence de son nom, est un armorial français. Weissenbergen, c'est le nom de la famille qui l'a longtemps possédé. C'est le premier armorial, c'est presque le premier armorial français. Il y en a un de 1254, beaucoup plus réduit. Celui-ci est pour le moins du règne de Philippe III et c'est un armorial figuré. C'est pratiquement le plus ancien, à égalité avec l'armorial Le Breton, dont on dira un mot. Et donc, cette conférence va être en gros le résumé d'un article assez long qui vient de paraître dans la Revue française d'héraldique et de sigillographie. Ça date de quelques semaines. Cet armorial existe, mais nous ne savons pas où. Il est aux mains d'un collectionneur. Nous espérons qu'il va nous contacter à la suite de l'apparition. Cet armorial est connu par l'édition qui en a été faite par Paul Adam Even et Léon Géquier
dans les archives héraldiques suisses entre 1951 et 1954. Donc j'ai travaillé uniquement avec l'édition. Nous avons quand même pu nous procurer quelques reproductions et je vous en montre une et une seule. C'est à la fin, à gauche, vous avez la fin du premier cahier, donc c'est la 16e page. Et j'ai choisi de vous montrer cette double page pour comparer le premier cahier et le deuxième. Le premier cahier, vous voyez une mise en page de 16 écus par page, et donc il y a là 16 pages, 256 écus qui ont dû être peints dans un premier temps, et dans un deuxième temps, l'auteur de l'armorial, qui n'est sans doute pas la même personne que le peintre, a décidé une représentation avec beaucoup plus d'écus et il a décidé d'en mettre 25 par page et il y en a 1000. Donc, ça vous fait déjà 1256 écus, c'est quand même un, un dossier absolument considérable. Et puis, il y a en fait une troisième partie que l'on n'a pas suffisamment distinguée des deux premières, à savoir une partie de tous les rois du monde connu au nombre de 56, ce qui fait beaucoup. Les armoriaux anglais, un tout petit peu plus anciens, contiennent une quinzaine ou une vingtaine d'armoiries de rois européens. 56, c'est un passage à quelque chose de tout à fait supérieur. Bon, je ne vais pas vous parler beaucoup de la première partie, deux phrases seulement. Les éditeurs, la date des années 1265-1270, ils ont raison. J'ai pu restreindre un petit peu l'intervalle de datation. En fait, c'est 1269 ou hiver 1270. Je dirais aussi que dans ce premier cahier, j'ai été assez étonné de trouver des écuyers complètement mélangés à des chevaliers. Les fonctions, euh, les fonctions des officiers, les fonctions des officiers du roi ne sont absolument pas indiquées et on ne discerne pas que les officiers du roi aient été regroupés. Il n'y a pas de classement. Bon, je passe parce que je voudrais vous parler surtout des deux parties suivantes. Comment étudier un armorial de 1000 écus? Eh bien, une problématique a été donnée il y a 40-45 ans par un historien du XIIIe siècle, très savant, Louis Carolus Barré, dans un article qui étudiait les grands tournois de Compiègne et de Senlis en l'honneur de Charles, prince de Salerne, mai 1279. Il fait l'histoire de la visite de Charles d'Anjou, fils de Charles du roi Charles Ier. Charles, prince de Salerne, est venu visiter, ça doit être son cousin germain, le roi de France, à l'hiver 1279. Et dans la conclusion de son article, Carolus Barré fait l'hypothèse que l'armorial Wiesbergen, ou tout au moins le recueil des données héraldiques, aurait pu être fait à l'occasion de cette visite. Et l'idée de Carolus Barré, c'est que Charles, prince de Salerne, figure dans l'armorial à la tête de la marche d'Anjou, parce que la deuxième partie est organisée en marche. Alors, je vais vous présenter 5 éléments de preuve. Ma conférence, enfin, ce que je vais dire sur la deuxième partie consiste à discuter cette hypothèse, et comme je prends le temps de la discuter, c'est que je pense qu'elle en vaut la peine, et donc en fait, je vais essayer de démontrer qu'elle est pertinente. Enfin, je trouvais très très intéressant d'essayer de démontrer cette hypothèse. Alors, premier argument, il y a 14 marches. Les éditeurs avaient évidemment tenté de les dater. Vous les avez à gauche. Je les ai rangées
par ordre chronologique, selon les datations qu'on peut en faire. La conclusion de ce tableau, avant d'entrer dans les détails, c'est que, en gros, toutes les marches sont avant 1280 jusqu'avant 1306, enfin, toutes incluent l'année 1279. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec un long commentaire de ce tableau. C'est de la technique héraldique, d'ailleurs très simple. Je vais prendre les marches dont j'ai amélioré la datation par rapport à ce qu'avaient fait les éditeurs. La marche de Normandie euh, est datée d'avant 1280 parce que Guillaume de Vernon a eu la bonne idée de mourir en 1280, ce qui nous donne une datation. De même, la marche d'Allemagne, qui était pas facile à dater parce qu'il n'y a pas beaucoup de prénoms. Et donc, on ne peut pas identifier les personnages. En gros, l'un des modes de datation, ça consiste à vérifier si un personnage est vivant ou mort. S'il est mort, il n'a pas sa place là. Alors, il n'y a pas beaucoup de prénoms dans la marche d'Allemagne, donc on n'a pas beaucoup de moyens d'identification ni de datation, mais l'un d'eux, avec son prénom, est mort en 1284, ce qui prouve que un autre, qui a deux homonymes malheureusement, c'est le premier, donc il est mort en 1283, et donc ça nous donne une date d'avant 1283. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais ça prendrait 5 minutes, il faudrait entrer dans des choses un peu techniques. On pourra y revenir si vous voulez dans des questions à la fin. Mais enfin, voilà, toutes les marches sont compatibles avec l'hypothèse d'un recueil des données en 1279. Alors, deuxième élément de preuve, la fréquence des brisures comme marque d'un occasionnel. Est-ce qu'il faut que je définisse ce que c'est qu'une brisure? Une brisure étant donné une arme, l'arme du chef de la famille, ce qu'on appelle l'arme pleine. Une brisure, c'est une différence apposée avec des marques particulières dont les noms sont ici, un lambel, une bande, etc. Je vous lis, hein, je vous ai mis sous les yeux cette phrase euh, décisive pour la démarche, cette phrase d'Adam Even, qui était un grand armoriste des années 50-60. Le savant armoriste qui était S.M. Collins, à la suite d'un examen approfondi des rôles anglais connus, édités ou non, a fait l'intéressante remarque que les rôles incontestablement reconnus occasionnels renferment toujours un pourcentage fort élevé, 25% de brisures, c'est-à-dire l'embelle, etc. C'est-à-dire, donc, disais-je, des différences par rapport à l'arme du chef de famille. J'espère que c'est clair, cette notion de brisure en héraldique, c'est tout à fait important. Il faut peut-être que j'explique le mot occasionnel. On a défini deux sortes d'armoriaux, ceux qui ont été faits lors d'une occasion. Par exemple, une campagne militaire ou un tournoi ou un traité. Les héros remarquaient, observaient les armoiries des chevaliers qui étaient là, et puis ils en faisaient la liste. Un armorial occasionnel, c'est une liste. Et puis l'autre type d'armorial, ce sont les armoriaux universels où un héros, je dirais, collectionne les armoiries en les attribuant à quelqu'un en écrivant son nom. Alors, la logique d'un armorial universel, c'est, si je puis me permettre d'utiliser le mot collection, d'écus, c'est d'en collectionner beaucoup, et donc tous les moyens sont bons. Alors, on récupère les armoiries des armoriaux qu'on trouve et on les recopie éventuellement sur 30 ans, et puis les propriétaires de l'armorial font ça sur plusieurs générations, si bien que les armoriaux universels sont épouvantables à dater. Hein. Ils sont faits sur des dizaines d'années.
on a démontré que l'armorial Wiesbergen, pour sa partie normande, a été recopié un siècle plus tard. Bon, alors donc, un armorial occasionnel, il est fait à une occasion. Et s'agissant de chevalier, c'était souvent une occasion militaire. Et on comprend bien, c'est pas une règle stupide. Dans en vue d'une rencontre militaire, une campagne, une guerre, ou bien en vue d'un tournoi, les personnages, les vieux seigneurs, parce qu'il y en avait, hein, le personnage le plus âgé de la deuxième partie, il a 81 ans. Euh, les personnages les plus âgés, ils n'allaient pas forcément participer à la campagne militaire et ils se faisaient remplacer par quelqu'un qui allait les représenter et qui était apte au combat et notamment jeune. Et donc un jeune, que ce soit un fils ou un neveu ou un autre membre de la famille, étant jeune, il y avait des chances qu'il soit en situation de porter une brisure. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion, je le répète, des batailles, enfin des campagnes militaires ou des tournois, il y a en effet beaucoup de raisons pour qu'il y ait des jeunes, c'est-à-dire des cadets, c'est-à-dire des gens qui portent des brisures. Alors en effet, d'après les rôles connus par Adam et Venn, le rôle Bigot, c'est donc le plus ancien armorial français, 27% de brisures. Dans la première partie de Wiesbergen, je vous ai montré la dernière page de la première partie, 33%, c'est beaucoup, hein. Et puis dans un rôle d'armes breton étudié par Michel Pastoureau, on a 25%. Donc vous voyez que euh, tout ça est assez cohérent. Et d'ailleurs, ce serait intéressant là, je propose ce, ce travail, je propose du travail aux jeunes chercheurs. Les armoriaux anglais qui ont été vus par Collins, eh bien, ça serait intéressant de les reprendre et maintenant qu'on fait de l'héraldique quantitative, de voir ce qu'il en est. Bon, alors, rassurez-vous, c'est le seul tableau où je vais vous montrer des chiffres comme ça. Euh, voilà, c'est un mauvais moment à passer. Vous avez à gauche les marches. Alors, c'est peut-être l'occasion d'en dire un mot, parce que je ne vous en ai pas dit le détail. Ces marches sont curieuses, parce que, à deux égards. D'une part, le sud de la France est absent. Enfin, c'est quand même deux grosses absences. Il n'y a pas l'Aquitaine, c'est-à-dire le duché dont le duc est le roi d'Angleterre, et il n'y a pas le comté de Toulouse, qui est absolument immense, hein, puisqu'il inclut le Languedoc. C'est un petit peu étonnant. En revanche, il y a quatre marches qui ne sont pas dans le royaume, à savoir le Brabant, le Hainaut, la Lorraine et l'Allemagne. Bon, on se demande quand même qu'est-ce que ça fait là, hein. Bon, on va en reparler. Alors, pour l'instant, j'attire votre attention seulement sur cette colonne qui est celle des proportions de brisure par marche. Sans vous ennuyer avec les chiffres, il y a quand même ce phénomène bizarre qui m'a interpellé dans la marche de Bretagne et ailleurs. Il arrive qu'il y ait des armoiries brisées, mais il n'y a pas l'armoirie pleine, celle du chef de famille. C'est quand même tout à fait étonnant. Alors, c'est à la suite de cette constatation que j'ai fait cette statistique. Les marches sont classées par, j'ai du mal avec la flèche, là. Les marches sont classées par ordre décroissant de proportion des brisures. Donc, alors vous voyez que dans la première partie, c'est 33%, c'est déjà beaucoup. En Champagne, c'est 36 et ça descend jusqu'à 19 pour l'Allemagne. Alors, c'est pas mal que l'Allemagne ait la proportion la plus faible parce que vous savez que en Allemagne, la pratique de la brisure était moins fréquente que
en Europe occidentale. Et à vrai dire, les Allemands brisaient en Rhénanie, à l'ouest du Rhin, et quasiment pas en Allemagne centrale ni orientale. Et donc c'est normal que l'Allemagne ait la proportion de brisure la plus basse, et donc j'y vois une vérification du fait que la statistique n'est pas absurde et il y a une certaine cohérence. Bon, alors, on va arrêter de parler de statistiques. Euh, ce qui est tout à fait catégorique, c'est que le pourcentage des brisures en tout est énorme, c'est 30, et puis ça monte au-dessus de 30 jusqu'à 36. Donc, ma foi, si, alors il est vrai que Adam Even n'est pas quelqu'un qui s'embarrasse de beaucoup de nuances, mais enfin il écrit tout rôle présentant une forte proportion de brisure peut être considéré comme occasionnel. J'appelle ça le principe de Collins. J'appelle ça le principe de Collins parce que je trouve que ça fait sérieux, vous savez, ça fait un peu science physique, des choses comme ça. Bon, donc, si on fait confiance à Adam Even, eh bien, la deuxième partie, il est démontré que toutes les marches sont des occasionnelles. Bon, troisième marche, et là, je suis un peu ennuyé. Je ne sais pas si vous avez tout mon écran. Euh, Là, je reviens à une méthode tout simplement historique, c'est-à-dire qu'il faut bien faire l'histoire des tournois de 1279, ce que je ne vais pas faire dans une conférence consacrée à l'héraldique, mais il a bien fallu que je fasse l'histoire de ces tournois. En fait, il y en a eu trois. Le premier, c'est le tournoi de Compiègne, dont on sait qu'il a eu lieu en février, parce que nous avons un autre armorial qui s'appelle le rôle du tournoi de Compiègne. Peut-être que je peux dire un mot sur ce document parce que pendant très longtemps, on a cru ce qu'il avait écrit sur la copie que nous en avons, parce que naturellement, on n'a pas l'original. Wittgenbergen est un original, hein, vous l'avez vu. Le tournoi de Compiègne, sur la copie qu'on en a, il y a écrit tournoi en février 1238. Alors, ça ne collait pas du tout avec les noms qui visiblement se situaient à la fin du XIIIe siècle. Il y avait plein d'anachronismes. Et il faut comprendre que cette date de 1238 est le résultat d'une erreur faite par un copiste. Euh, la date 1238 étant écrite en chiffres romains, on a confondu le premier X, enfin, on a confondu le L avec un X et ça a été lu 1238. Donc nous avons un rôle d'armes du tournoi de Compiègne qui nous en donne la date, février 1279. Mais on sait qu'il y a eu deux autres tournois, et je vais me contenter de donner la source qui le dit, c'est le chartrier d'Arras, c'est-à-dire le chartrier du comte d'Artois, le comte d'Artois étant un cousin germain du roi de France. C'est l'un des principaux organisateurs de ces trois tournois. Et ce qui me permet de dire ça, c'est qu'il a été très, très investi dans ces trois tournois. Il a participé aux trois. Et ce que montre son chartrier, c'est qu'il a remboursé un certain nombre de chevaliers des frais, c'est-à-dire ce qui coûtait le plus cher, c'est-à-dire la valeur des chevaux tués. Bon, c'est pas très drôle. Alors, il rembourse à un certain nombre de chevaliers un cheval, deux chevals, 20 livres, 40 livres. Et vous voyez Robert de Béthune ici, qui est le fils du comte de Flandre. Il lui rembourse une somme supérieure à 3000 livres, ce qui veut dire que Robert de Béthune est venu à la tête d'une bande extrêmement nombreuse. Et comme c'est le fils du comte de Flandre, eh bien, il est venu euh, à la tête d'une troupe de chevaliers flamands très nombreux. Donc, trois tournois, peu importe la chronologie de ces tournois, donc je passe. Ce qui est remarquable, c'est que, alors, Carolus Barré avait constaté que Charles d'Anjou était à la tête de la marche d'Anjou,
Et donc, c'est ce qui lui avait fait établir un lien entre l'armorial et la visite de Charles d'Anjou. C'est pas un chef de marche d'armes qui est présent dans la région des Tournois à l'hiver 1279, c'est 8. Enfin, peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, j'en ai trouvé 8. Le duc de Bourgogne, il est à Paris. Enfin, non, on a la preuve qu'il a participé au tournoi de Compiègne, c'est un document comptable qui le dit. Le duc de Brabant, c'est le beau-frère du roi de France. C'est pas étonnant qu'il soit là, mais en plus, il est à Compiègne parce qu'il négocie avec des émissaires du roi d'Angleterre pour marier sa fille. Et il y a des barons brabançons qui sont avec lui, dont on retrouve les noms de plusieurs dans l'armorial. Et la source ici, c'est Rimmer, le, l'historien anglais qui a publié un grand nombre de sources anglaises au XVIIIe siècle et qui est une source formidable pour ce dont nous parlons. Robert d'Artois est à la tête de la marche d'Artois. Nous savons qu'il a participé à 3 tournois. Edmond, comte de Champagne, c'est le frère du roi d'Angleterre. Alors, ne vous étonnez pas du fait qu'il soit comte de Champagne. Il est comte de Champagne parce qu'il a épousé la comtesse de Champagne, bon, qui est accessoirement la reine de Navarre. Passons. C'est le frère du roi d'Angleterre. Jean de Bretagne, ici, c'est pas le comte ou le duc, c'est son fils. Et il est beau-frère du roi d'Angleterre. Ces deux-là, Edmond et Jean, en fait, habitent en Angleterre et viennent d'arriver en France comme ambassadeur du roi d'Angleterre qui va arriver le mois suivant et il va signer le très important traité de 1279 qui était un traité de paix. Alors, la deuxième moitié du XIIIe siècle, c'est une période de paix, c'est extraordinaire, hein. Ça permet des tas de choses. Au point de vue échange culturel, je passe. Mais toujours est-il que Edmond, comte de Champagne, est à la tête de la marche de Champagne et il est là. Il est à Gisors le 3 avril, date d'une lettre de Jean de Bretagne au roi d'Angleterre, une lettre en français d'ailleurs. Bon. Robert de Béthune, c'est le fils du comte de Flandre, j'en ai déjà parlé. Et puis le comte de Clermont, c'est le dernier. Alors je confonds toujours si c'est des fils ou des frères de Saint-Louis, vous ne m'en voudrez pas. Lui, on sait que. Alors Clermont, c'est le comté de Clermont en Beauvaisis. Il est à la tête de ce comté et il est à la tête de cette marche dans l'Armorial. Et on a la preuve qu'il a participé à un des tournois, puisqu'il a eu le grand malheur d'y être blessé. C'était des tournois où on se battait et il y avait des morts. Et ici en dessous, je vous ai mis d'autres personnages qui sont dans l'Armorial et dont on a la preuve que le sénéchal d'Anjou était à Paris. Jean de Grailly, euh, c'est un serviteur du duc d'Angleterre, du roi d'Angleterre, mais c'est un vassal du comte de Bourgogne. Il est à Compiègne au au mois de février, donc à l'époque du tournoi. Et Othon de Grandson aussi, c'est un Vaudois, mais c'est un serviteur du roi d'Angleterre. Il est là à cette occasion. Bon, voilà. Donc, 8 chefs de marche sont là à des tournois ou dans les parages. Autre élément de démonstration. Bon, c'est le quatrième. Il ne faut pas que je traîne, je vais pas assez vite. Je vous ai dit que la géographie des marches est très très bizarre. 4 marches ne font pas partie du royaume. Alors, ce tableau compare les marches de l'armorial à gauche avec le nombre d'écus, les nombres d'écus dans le tournoi de Compiègne, vous voyez qu'il y en a moins, c'est normal, puisque là, il n'y a qu'un tournoi. Et puis, la mannequine, alors qui est une source passionnante, dont il faut que je vous dise un mot, c'est un roman écrit par Philippe de Rémy. Alors, c'est très très bien ça, sauf qu'on ne sait pas si c'est le père ou le fils. Le fils, c'est quelqu'un de célèbre, c'est Philippe de Beaumanoir, grand juriste. Donc, je n'ai pas besoin de présenter Philippe de Beaumanoir ici, qui était, euh, qui était bailli de, dans la région, là. C'est-à-dire qu'il il aurait pu être témoin
oculaire des tournois. En fait, je dis, il aurait pu, mais je pense qu'il l'a été. Alors, on ne sait pas si ce roman a été écrit par son père. Alors, il faut que je vous dise quel est le rapport avec notre affaire. C'est que dans ce roman, il y a un passage où il est organisé un tournoi à Compiègne. Et le romancier a la bonne idée de nous faire la liste des provenances des tournoyeurs. Et elles sont ici. Et vous voyez qu'il y a en gros une correspondance. La correspondance n'est jamais parfaite. Euh, Quand il n'y a pas de correspondance, c'est pas si grave que ça, hein. Les Gruyères, c'était la limite ouest de l'Allemagne. Alors, il y en a au Coutonnat de Compiègne. Ne croyez pas qu'il n'y en a pas dans l'Armorial Wittgenbergen, c'est que l'auteur de l'Armorial les a mis certains en Lorraine et d'autres en Allemagne. Bon, ce qui est intéressant, pour aller vite, on va regarder les marches qui sont en dehors du royaume. L'Allemagne, on pouvait s'étonner qu'il y ait cette marche d'Allemagne dans cet armorial. Eh bien, le roman nous dit que des Allemands sont venus à ce tournoi fictif dans le Valois. Et pareil pour le Brabant. Et en ce qui concerne le Hainaut, eh ben, c'est dans le tournoi de Compiègne qu'il y en a. Quant au Brabant, c'est encore mieux. Je ne sais pas où j'ai mis le Brabant. Euh, Puis ma flèche ne marche pas bien. Vous voyez des Brabançons, il y en a et dans le tournoi de Compiègne et dans la Manéquine. Et donc, d'après ce roman, La Manéquine, eh bien, les marches dont la présence était curieuse dans un armorial français sont expliquées par la participation de chevaliers à des tournois dans la région du Valois. Et j'essaie de le dire en une seule phrase, il se pourrait bien que la Manéquine ait été écrite par le père, mais avec des compléments apportés par le fils. Le fils était bailli dans cette région, il a probablement assisté au tournoi parce que son seigneur, le comte de Clermont, y assistait, et donc il nous donnerait un témoignage oculaire. Et donc cette géographie des marches est au moins vraisemblable. En tout cas, voilà un romancier qui considère que la participation, décidément, d'Allemands et de Brabançons à un tournoi dans l'Île-de-France n'a rien d'invraisemblable. Bon, dernière preuve, les chevaliers les plus nombreux, la marche la plus nombreuse, c'est celle de Normandie, 176 Normands. Or, évidemment, c'était les habitants de Haute-Normandie, c'est-à-dire surtout au nord de la Seine. Là, pardon, je prends conscience tout à coup que j'aurais dû mettre une carte. Ce sont les chevaliers de Haute-Normandie qui sont les plus nombreux. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a notamment de très petits nobles. On a une source militaire en 1272 où le roi a appelé ses vassaux pour participer à une expédition militaire. Et donc, on a des listes de chevaliers, enfin plutôt des listes de seigneurs normands. Certains doivent 5 ou 7 chevaliers euh, pour combattre, enfin, en tant que service militaire. Beaucoup n'en doivent qu'un, ou bien moins. Et on peut, grâce à cette liste de seigneurs, on peut constater que dans l'armorial, il y a de très petits seigneurs. Ce pas les gens auxquels on s'intéresse le plus souvent. Alors, je vais quand même pouvoir vous montrer un écu d'un des 1000 euh, chevaliers ou écuyers qui sont dans l'armorial. Et comme je n'ai pas de reproduction de l'armorial, c'est que cet écu vient d'un autre armorial, c'est l'armorial Le Breton, qui est un autre armorial français de la même époque. Et cet écu m'intéresse parce que il est dans les deux armoriaux à la fois. Pipernance de Lincourt.
Pipernance de Lincourt, si vous trouvez des renseignements sur ce personnage, je suis preneur. Tout ce qu'on sait, c'est que dans cette convocation pour le service militaire pour le roi en 1272, il apparaît non pas en tant que seigneur, mais comme un chevalier qui euh, comparaît pour le compte d'un autre seigneur. C'est-à-dire qu'il ne comparait pas pour lui-même, ce qui me fait penser qu'il n'a pas de fief lui-même. C'est un très petit chevalier, et puis ce n'est pas un cas unique, j'en connais d'autres, et c'est une pratique qu'on observe au siècle ultérieur, au XVIe siècle encore, des seigneurs qui ne sont pas aptes au combat se font remplacer par d'autres. Voilà. Donc, il y a ici, dans cet armorial, plusieurs écus qui sont de très petits seigneurs, dont on peut comprendre qu'ils soient dans un document qui fasse la mémoire d'un tournoi. C'est qu'on peut penser que c'était des champions dont il fallait garder une mémoire de leur prouesse. Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles on aurait gardé la mémoire de tels petits seigneurs. Bon, euh, j'ai été très bavard. Je signale que la peinture, puisque vous vous intéressez aussi à l'histoire de l'art, la peinture peut être datée avec un décalage temporel important, puisque dans la marche d'Artois, l'un des écus est celui du roi d'Écosse. Or, un personnage, un chevalier français du nord de la France, Jean de Bailleul, a été reconnu roi d'Écosse en 1292 parce qu'il avait une ancêtre sœur d'un roi d'Écosse. Et donc, l'avènement de ce Jean de Bailleul au trône d'Écosse 1292 montre que la marche d'Artois n'a pas pu être peinte avant. Donc, ça nous donne un jalon chronologique et donc ça montre qu'il y a un décalage, vous voyez, d'au moins 13 ans par rapport à l'époque des tournois. Bon, est-ce que je peux vous prendre le temps de vous parler un peu de la marche, de la partie des rois? Parce que c'est la plus intéressante en fait. 56 écus, vous ai-je dit, une quinzaine de royaumes bien connus, et donc dont je ne vous parlerai pas, et puis une quarantaine de principautés petites ou lointaines, dont on a toujours pensé que c'était des armoiries imaginaires. Bon, si on avait le temps, je vous dirais aussi que cette affaire a donné lieu à une discussion que je trouve intéressante entre Gérard Brault, qui est un grand savant américain de l'héraldique de la génération précédente, qui pense que la partie des rois de Wiesbergen a servi de source à un armorial anglais qui s'appelle Lord Marshall's Wall. Et ça pose un problème de datation parce que cet armorial anglais était daté d'environ 1310 par Sir Wagner, qui est le grand spécialiste dans les années 50 de la datation des armoriaux anglais, alors que Brault, lui, le date de 1295-1296, et Gérard Brault, tout en étant un grand savant, a été critiqué par un auteur anglais qui s'appelle Goodall, et je pense que, en l'occurrence, c'est Goodall qui a raison. Bon, j'essaie de vous résumer quelques aspects de cette partie des rois. Certains, euh, en gros, tout, tout ce qui est sur l'Europe du Nord est remarquable, est remarquable. Soit les armoiries sont dessinées de façon exacte, particulièrement précise, et en rapport notamment avec des traités. Par exemple, l'écu de Norvège est exact, vous savez, le lion porte une hache. Eh bien, il y a un traité entre le roi de France et le roi de Norvège en 1295. Et là, donc, on peut penser que c'est l'ambassade norvégienne qui est la source de la connaissance de l'auteur de l'armorial. Je passe parce que ça nécessiterait beaucoup de temps. J'insiste quand même sur l'écu d'Irlande, qui est extraordinaire. C'est Collins qui avait noté ça, mais de façon très, très discrète, c'était pas évident de s'en apercevoir.
l'écu de l'Irlande, c'est une harpe. Vous me direz, tout le monde sait bien que la harpe est l'emblème de l'Irlande, oui, sauf que tout le monde le sait depuis 1600. Avant, il n'y a aucune attestation d'une harpe pour les armoiries d'Irlande. Et donc, ça prouve que cet auteur français, ma foi, a une information de première main sur l'Irlande. Donc, ça implique une connaissance originale et très probablement orale. Bon, c'est la même chose pour la Valachie. Alors là, je vais dans le sud-est de l'Europe. C'est un burlet. Bon, alors les historiens roumains sont passionnés parce que ça fait penser aux facets qu'ils ne connaissent qu'à partir du XIVe siècle. Là encore, l'auteur de cet armorial a une information inédite. Bon, je ne peux pas commenter des aspects qui seraient très très intéressants. Un mot sur les armoiries des princes musulmans. Les princes musulmans n'ont pas d'armoirie, donc là évidemment ce sont des armoiries imaginaires, mais elles ne sont pas arbitraires. Le premier prince musulman qui a une armoirie, c'est le sultan de Babylone, c'est-à-dire le sultan d'Égypte. L'armorial lui attribue un lion. Or, on a des monnaies du sultan de Babylone, c'est-à-dire, je le répète, d'Égypte. Eh bien, sur ces monnaies d'or, on voit un lion passant. Un écu attribué, alors un écu qui se trouve dans la péninsule ibérique, parce que vous voyez, il est fait sur le modèle de l'écartelé de Castille et de Léon. Il est attribué à un prince musulman qu'il est très difficile d'identifier parce que les noms aussi sont bizarres. Bon, je passe, mais enfin, vous voyez qu'il est fait sur le modèle de l'écartelé de Castille et de Léon, et donc ce n'est pas arbitraire. C'est quelqu'un qui s'intéresse au réel et qui essaie de construire. Quand il a affaire à des principautés qui n'ont pas d'armoirie, il en crée, mais pas d'une façon arbitraire. Bon, alors, j'essaie d'arriver à la fin. Je vous avais parlé de la discussion entre Brault et Goodall. Euh, et là, je vous ai mis une page, enfin le haut d'une page de ce que fait Brault. Ça, c'est l'article de Brault. Lord Marshall, le roi de Salerne, d'argent à une croix cantonnée de 4 lettres C, et le roi de Salerne, dans Wiesbergen, d'argent à une étoile de gueule. Vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes armoiries, pas du tout, du tout. Et alors là, je ne suis pas très, très content de Gérard Brault, ce grand savant, parce qu'il faut aller voir ici que dans la source, il y a écrit Salemco. Et là, il écrit The emendation is mine. C'est lui qui a corrigé. Il a mis Salerne. Et c'est pas du tout ça. Salemco, c'est Goodall qui a dit ah, mais une croix cantonnée de 4 lettres C, ça ressemble à l'emblème de l'empire grec de Byzance. Ça doit être Salonique. Et c'est évident qu'il a raison. Et c'est pas Salerne. Alors donc, tout ça pour vous dire que Goodall attire notre attention sur un principe de méthode. Quand on édite une source, il faut faire le moins de corrections possible. Bon. Et puis, deuxième raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que un écu avec une étoile, un écu d'argent avec une étoile de gueule, eh ben, ça existe. Hein. Ça a été une armoirie célèbre au XIIIe siècle, c'est celle d'une famille de Provence, celle des Baux. Eh ben, les Baux, plusieurs chevaliers sont allés avec Charles d'Anjou à la conquête du royaume de Sicile et leur ont rendu au roi d'Anjou de tels services qu'en 1308, Charles II d'Anjou, celui, vous savez, qu'on a vu il y a 30 ans, qui était prince de Salerne, il a donné une fille en mariage à un certain Bertrand de Baux. Et donc, dans l'armorial Wiesbergen, je dis que d'argent à l'étoile de gueule pour le prince de Salerne, eh ben, c'est l'armoirie de Bertrand de Baux. Alors vous allez me dire,
il y a une inversion des couleurs. Eh bien, dans dans une très belle demeure près de la Provence, à côté d'Avignon, il y a ce décor peint où les toiles et une maison qui a été décorée sur l'ordre des Baux, hein, ceci pour faire un tout petit peu d'histoire de l'art, eh bien, les toiles, elle est bien de gueule sur un champ blanc. Et donc, très, 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 très probablement, cet écu, il date de 1308. Et donc, la partie des rois, elle est plus récente que la deuxième partie. Alors, un dernier écu, parce que c'est mon préféré, et puis je m'arrête. Le 1293, le roi de Tars. Tars, tout le monde sait que c'est la ville de naissance de Saint Paul. C'est une ville, c'est pas un royaume. Un lièvre. Alors c'est très très étonnant parce que au Moyen Âge, le lièvre évidemment est un animal couard puisqu'il détale. Alors Rémusat, au début du 19e siècle, était un historien des Mongols et il fait la remarque que dans les sources en français, parfois le roi de Tars est confondu avec le roi des Tartares. J'imagine qu'il y a, c'est à cause d'une abréviation du nom. Alors, s'il ne s'agit pas de la ville de Tars, mais s'il s'agit du Khan des Tartares, c'est-à-dire d'un Khan mongol, alors on peut chercher dans les monnaies des Khans mongols et on trouve ça, le Khan Oulagou, celui-là même qui a conquis la Perse et l'Irak dans les années 1250-1260, émet des monnaies où on voit un magnifique lièvre passant sur un croissant de lune. On peut imaginer que dans cet immense empire mongol, le lièvre était un symbole de vélocité. Et nous voyons là la diversité des symboles. Et donc, je vous propose comme conclusion finale un achèvement de l'armorial vers 1309. Et vous voyez que l'auteur a probablement des informations de sources diplomatiques. C'est probablement un proche de Charles de Valois, le frère de du roi de France Philippe le Bel, Philippe IV. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous démontrer qu'il s'agit d'un proche de Charles de Valois, mais c'est quelqu'un qui me semble être un diplomate, un grand personnage qui a une information de très haut niveau et qui a fait une œuvre tout à fait remarquable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation fascinante euh, qui nous a mené à l'étude si complète de ce très bel armorial, en plus assez peu connu, une fois que on ne connaît pas sa localisation actuelle. Euh, et j'ai beaucoup apprécié ta présentation. Je, je me permets de faire tout de suite quelques questions, euh, mais naturellement, ceux qui veulent poser des questions à Monsieur Nassier sont les bienvenus. Et si vous voulez les poser en portugais ou en italien, je les traduirai volontiers en français pour Monsieur Nassier. Euh, alors, j'ai une question de base à te poser. Tu as très bien expliqué l'origine de l'armorial occasionnel euh, et j'ai beaucoup aimé aussi la partie à propos de l'armorial universel qui sont tous les deux compris dans ce même manuscrit. Et ma question est toute simple. Quelle est à ton avis la raison d'avoir rassemblé ces deux parties-là qui, en fait, n'ont pas de lien entre elles dans un même manuscrit. Bon, alors, ça, c'est une question tout à fait importante et intéressante. Je vais dire tout de suite pourquoi on ne peut pratiquement pas y répondre. C'est qu'il faudrait... Bon, alors ce qu'on voit à peu près, c'est l'articulation entre la première partie et la deuxième partie avec un changement de mise en page. La première partie correspond à un premier cahier.
si j'ai bien compris, 4 bifeuillets, 8 folios, 16 pages. Et puis, la deuxième partie court sur plusieurs cahiers. Et donc, il faudrait comprendre l'articulation de la troisième partie avec la deuxième. Et il faudrait faire une étude codicologique. Et pour ça, on a besoin, j'attends que le propriétaire nous contacte. Et voilà. Bon, donc ça, c'est une donnée de base qui nous manque. Alors à partir de là, on ne peut faire que des suppositions. Euh, la question que je me suis posée, c'est sur l'auteur. Euh, Est-ce que, parce qu'on peut imaginer en 1279 un jeune homme que j'appelle l'homme de terrain qui, euh, qui a déjà appris à blasonner, mais qui fait un stage sur le terrain et qui note 1000 données. Et pourquoi ce ne serait pas le même que celui qui, quand il a eu les moyens, quand il a eu un peintre, lui a dit comment faire, c'est-à-dire notamment décider l'ordre des écus. Parce qu'on a l'impression que les écus sont groupés un petit peu selon une logique d'ordinary, c'est-à-dire de ressemblance des armoiries. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas étudié systématiquement, mais qu'il faudrait faire. Bon, là, je te remercie parce que du coup, ça fait penser à une recherche à faire. Bon, donc, il y a quelqu'un qui est l'auteur, qui travaille dans les années, disons, autour de 1290 à concevoir l'armorial et qui donne des ordres aux peintres. Est-ce que c'est le même que celui qui accède à des informations diplomatiques à partir de ce que je peux repérer, c'est-à-dire du traité avec le roi de Norvège en 1295 et avec le roi d'Écosse en 1295 aussi, et qui ensuite devient un proche de Charles de Valois dans les années 1300, parce que ça, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais en gros, c'est quelqu'un qui défend la politique de Charles de Valois, et c'est une politique parce que la politique de Charles de Valois, c'est d'essayer de récupérer l'empire de Constantinople. Hein. C'est ce qui implique des relations diplomatiques et des traités avec notamment le roi de Serbie, qui a un écu, je n'ai pas le temps de vous en montrer, de vous le montrer. Donc, ce n'est pas une réponse à la question, mais on est dépendant des réponses qu'on fait à ces questions. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, à partir du moment où il a achevé la deuxième partie, il s'est dit, bon, ben, je vais faire une partie des rois, parce que ça, les armoriaux anglais le faisaient déjà. Mais il faut une étude codicologique. Pardon Merci. d'avoir été trop long. Non, non, très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Et je passe la parole à, à- à ceux qui sont présents. Euh, Quelqu'un veut poser une question ou faire un commentaire à Monsieur Michel Nassier? Euh, Ne soyez pas timide. Euh, je, je, je prends à nouveau la parole alors pour te poser. Ce n'est pas exactement une question, mais c'est un commentaire. Hmm. Alors, comme toi, je suis absolument fasciné par cette question de la relation entre les armoiries imaginaires et, Hmm. je ne sais pas comment on doit les appeler, les armoiries effectives, effectivement utilisées. Hmm. Euh, alors, c'est une relation complexe, une relation parfois un peu ambiguë. Euh, et j'aimerais revenir sur la question de la harpe irlandaise. Ah, oui. Alors, c'est fascinant de la voir ici dans un armorial de la fin du XIIIe au début du XIVe, euh, parce que précisément, je ne connaissais que des sources bien postérieures. Euh, En revanche, je crois que l'origine de l'attribution de cette harpe au roi d'Irlande, eh bien, si je ne me trompe pas, elle est basée précisément sur une question d'héraldique imaginaire. C'est bien la harpe du roi
David, du roi biblique, et qui est attribuée au roi d'Irlande à cause de leur prétendue origine euh, qui remonterait à ce roi biblique. Nous aurions donc une héraldique imaginaire qui, par la voie d'une généalogie fantaisiste, serait attribuée au roi d'Irlande. Est-ce bien cela? Donc, ma question, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment, à la fin du XIIIe ou au début du XIVe, cette héraldique imaginaire du roi David peut-elle être effectivement attribuée au roi d'Irlande? Euh, L'autre exemple que tu nous as montré, les deux autres exemples, celui du sultan de Babylone, c'est-à-dire d'Égypte, et du roi de Tars, c'est-à-dire du roi des Tartares, ces deux exemples sont étonnants et heureusement que tu présentes cette question de l'importance de faire une recherche sur les sources, parce que souvent on a l'habitude euh, de maltraiter un peu l'héraldique imaginaire, alors Mm, qu'en fait, comme l'a démontré depuis longtemps Michel Pastoureau, c'est une héraldique très intéressante mm, et qui souvent peut être étudiée par rapport aux sources visuelles ou documentaires qui sont disponibles. Euh, Nous avons un cas tout à fait curieux ici au Portugal, dont me parlait tout à l'heure Diogo Gomes, qui est ici présent. C'est le roi de Coimbra, à qui est attribué un écu, je crois, aux trois lièvres, si je ne me trompe pas. Euh, et toutes ces armoiries imaginaires sont très intéressantes à étudier par toutes ces questions qui se posent. Alors, c'est tout juste un commentaire. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. mais bien sûr, parce que là, on arrive à des choses que je trouve absolument extraordinaires. Et finalement, Coimbra va m'intéresser encore plus que la harpe. Euh, bon, c'est toi qui viens de m'apprendre qu'il y avait, qu'il y a eu une généalogie imaginaire et mythique remonter enfin, faisant descendre les rois d'Irlande de David. Alors, méthodologiquement, il faudrait savoir à partir de quand cette prétention généalogique est attestée. Je veux bien croire qu'elle soit ancienne, puisque en Angleterre, il y a des prétentions à descendre du roi Arthur dans le pays de Galles dès la même époque. Donc j'imagine que cette généalogie imaginaire, elle pourrait remonter à la christianisation de l'Irlande qui est ancienne. Et là, il faut avoir une très bonne connaissance de l'histoire très reculée de régions lointaines d'Europe. C'est une piste de recherche internationale. Ça devient très, très intéressant. Moi, je m'étais demandé s'il n'y avait pas une particularité ethnique, disons, des Irlandais dans une façon de jouer de la musique, particulièrement avec cette harpe. La harpe est importante dans le monde celtique. Je m'étais posé cette question. Ton idée de cette généalogie est très, très intéressante. Bon, ben, c'est une enquête à faire et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on a des choses à apprendre sur la limite des connaissances des hommes les plus cultivés du XIIIe siècle. Alors, sur l'armoirie du roi de Coimbra, alors j'aurais besoin que tu me dises ou que ton collègue te dise quelle est sa source sur l'écu aux trois lièvres, parce que dans l'édition de l'Armorial Wiesbergen par Adam Eben et Jequier,
il y a bien un roi de Coimbra et ses 3 lièvres. Hébro, là, a raison en disant, ben, quand on écrit le début du mot Coimbra, on peut se débrouiller pour voir le, le début du mot cuniculus, le mot lièvre, et donc c'est une armoirie parlante. Alors, de deux choses l'une, ou bien le collègue qui t'a dit ça avait comme source l'armorial Wiesnbergen, ou bien il a une autre source. Et là, c'est extraordinaire. Si sa source est l'armorial Wiesnbergen, alors je dois avouer que moi, j'ai eu une autre idée, parce que je ne voyais pas le royaume de Coimbra, il cesse d'exister en 1064, si je ne me trompe. Ça fait quand même très loin, et dans le temps et dans l'espace. Et comme j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'écus, il y a plusieurs écus en Grande-Bretagne, sans compter l'Irlande, qui sont absolument pas fantaisistes, je me suis demandé si ce qui a été interprété par les éditeurs comme Coimbra, est-ce que ce ne serait pas la Cumbria, qui est euh, qui a été un apanage donné au prince d'Écosse, la Cumbria qui inclut le Cumberland entre l'Angleterre du Nord et l'Écosse. Et donc, voilà, il faut absolument savoir quelle est la source euh, de ton collègue qui t'a parlé de l'écu de Coimbra. Alors, sa source, c'est un des grands armoriaux portugais de la fin du Moyen Âge, le livre du grand armurier, le livre do Armeiro-Mor, qui a été étudié par un héraldiste portugais du XXe siècle, Francisco Simas Alves de Azevedo. Et, euh, et Simas de Azevedo avait déjà donné cette idée d'une origine parlante des armoiries attribuées au royaume de Coimbra. Euh, avec cette même question que tu as soulevée, c'est-à-dire que Coimbra n'a jamais été un royaume, en fait. C'était un comté, et en plus un comté qui a plus ou moins disparu vers le XIe siècle. Enfin, il a été à nouveau attribué au XIIe siècle, mais en fait, il cesse d'exister. Il est incorporé dans le comté de Portugal, puis dans le royaume de Portugal. Alors, euh, c'est vrai, c'est c'est- c'est peut-être autre chose que Coimbra au Portugal. Euh, et, et ton hypothèse me semble très bonne, mais toutefois, je dois remarquer que la présence de cet écu-là dans l'armorial portugais de la fin du XVe siècle euh, est quand même assez étonnante Oui, de ce point de vue. oui, Et, 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 et enfin, évidemment, pour un lecteur portugais de la fin du Moyen Âge, il serait beaucoup plus intéressant d'avoir des armoiries attribuables au comté, bah, voire royaume de Coimbra, que, oui. à une autre institution. Alors, ça me fait penser à deux choses. Est-ce que ça ne donne, premièrement, est-ce que ça ne donne pas à penser que le livre du grand armurier, pour ces titres-là, utilise directement ou indirectement Wiesbergen comme source? Parce que, bien sûr, c'est une armoirie parlante, mais c'était pas évident de mettre 3 lièvres. On aurait pu en mettre qu'un. Et donc, il y a quand même une coïncidence un petit peu forte. La deuxième chose, c'est que on se dit que si c'est Coimbra, et pour les raisons historiques que tu as rappelées, alors ça vient de leur intérêt pour les sources littéraires. Parce que au XIIe, XIIIe, en français en tout cas, il y a des œuvres littéraires qui mettent en scène le roi de Coimbra. Je ne me souviens plus, je crois me souvenir qu'ils en font un musulman d'ailleurs. Et donc, il y aurait à ce moment-là une fascination de, de nos héros, de nos armoristes pour les sources littéraires. Enfin, fascination qui est certaine de toute façon. Et donc là, on relie
différents domaines des représentations culturelles. C'est absolument intéressant ce que tu dis, d'autant plus qu'en fait, ces contes de Coimbra, Coimbra avait été euh, 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 pendant quelques siècles, en fait, elle a été dominée par par les musulmans. Mais Oui. même les contes chrétiens de Coimbra, eh bien, ils sont un peu vus au XIe et au XIIe siècle comme des espèces de, Les- de métis entre la vraie religion chrétienne et l'islam. Et donc, il y a quelque chose il y a une espèce de fondement historique à cette attribution d'un caractère islamique au comté au royaume Mhm, de Coimbra. mhm, c'est ça. Bon, c'est absolument fascinant. C'est Diogo Gomes qui est là présent qui a posé la question. Et donc, de notre côté, nous pourrons approfondir ces recherches et t'en faire part pour continuer plus tard ce dialogue. Mais je voudrais savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou faire un commentaire à Monsieur Nassier. Non, pas de questions, pas de commentaires. Alors, je crois que pour conclure, j'aimerais faire un commentaire qui m'a qui m'a frappé au long de cette présentation, euh, et dont nous avons d'ailleurs, c'est un sujet dont nous avons parlé, euh, Michel et moi, lors de notre dernière rencontre au Luxembourg en décembre de 2023. Je me suis longtemps interrogé sur la raison d'être de l'absence d'armoriaux au Portugal au Moyen Âge, une fois que les premiers armoriaux connus sont datés de la deuxième moitié du XVe siècle, donc tout à la fin, tout à la fin du Moyen Âge. Euh, et, et il me semble que, reprenant précisément les études héraldiques de Michel Nassier, il me semble que euh, soit la question de la structure de la parenté, qui au Portugal est plutôt euh, cognatique, Mhm, cagnatique, c'est-à-dire que euh, a- le lignage au Portugal est une réalité qui prend son temps à se fixer, beaucoup plus que dans le reste de l'Occident, de l'Europe occidentale. Et ceci est directement lié aussi à la, je ne dirais pas absence, mais à la rareté des brisures dans l'héraldique médiévale portugaise. C'est-à-dire que, à ma connaissance, euh, seule la famille royale brise ses armoiries euh, et les brisures sont très, très rares dans la noblesse portugaise médiévale d'avant la fin du XIVe ou le XVe siècle. Euh, les seuls segments de la société qui brisent à l'instar de la famille royale sont très curieusement les élites urbaines de Lisbonne, à ma connaissance. Et ce qui est très intéressant parce que elles sont en fait plus proches de des pratiques réaliques de la maison royale que la plupart de la noblesse. Et donc, il y a là une logique. Donc, l'absence de brisure, euh, d'une certaine façon, permet de comprendre l'absence d'armoriaux. mhm, Euh, c'est enfin, c'est ce que euh, euh, j'ai c'est à ce quoi j'ai pensé en t'écoutant mhm, euh, mhm, aujourd'hui. mhm, Bon, mhm. Michel, je te remercie beaucoup pour cette présentation absolument fascinante. Euh, et, Merci à et, vous. et je t'adresse les salutations de tous ceux qui sont présents ici à cette séance. Et je crois que cela a été une magnifique façon de commencer
c'est ce webinaire des dialogues entre art, héraldique et droit. Merci beaucoup, Michel, et à la prochaine. Merci beaucoup à toi et au revoir. Au Merci, revoir. merci vraiment pour cette très belle conférence. Et je pense que tout le monde a appris beaucoup aujourd'hui. Moi, personnellement, oui, a été vraiment très intéressant. Et donc, je vous remercie beaucoup parce que nous avons vraiment ouvert avec une très belle conférence notre cycle de séminaires. Donc, comment dire, j'ai renforce le mot de Miguel et ensemble, on vous donne rendez-vous à la prochaine séance qui sera les 22 de mars et on espère de vous voir parce que vous êtes déjà inscrit et pourtant il sera facile de participer. Et donc, merci encore au professeur Nessé pour sa très belle conférence. Merci à tous et alors à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Boa Au tarde a revoir. todos.